Voilà le sujet dont je vais essayer de vous entretenir pendant cette demi-heure. Donc, en fait, l'énergie intervient à trois grands moments de l'histoire de l'univers. D'abord, elle intervient au tout début. Alors, on sait depuis 1930 que l'univers est en expansion. Ça, ce sont les travaux de Hubble et de l'abbé Lemaître qui démontrent que lorsque les galaxies les plus lointaines ont une vitesse de fuite qui est proportionnelle à leur distance. Et puis, en 1998, deux groupes d'astronomes américains, utilisant le télescope spatial Hubble, ont démontré qu'en fait, le mouvement, au lieu de se ralentir, normalement, on s'attendrait à ce que ce mouvement d'expansion se ralentisse. Et de fait, il s'accélère, et il s'accélère depuis à peu près 6 milliards, depuis la moitié de l'âge de l'univers qui est de 13,7 milliards d'années. Donc il s'accélère, et pour expliquer cette accélération, on est obligé d'imaginer qu'il y a une énergie primitive, on l'appelle énergie noire, mais enfin bon, ça ne veut rien dire parce qu'elle n'a pas de couleur, cette énergie, mais cette énergie représente les 2/3 du total énergie-matière, du contenu énergie-matière de l'univers. Donc, le tout début de l'univers est marqué par une énorme énergie qui est libérée au tout début. Et donc, le contenu, vous savez aussi que notre matière, la matière nucléaire, la matière atomique, ne représente que à peu près 10% de ce qu'on appelle l'énergie totale. Alors on lui donne le nom énergie noire. En fait, là aussi, c'est plutôt énergie invisible, elle est accessible par ses effets gravitationnels, mais elle n'est pas accessible par l'interaction électromagnétique. Deuxième émission énergétique d'importance se situe 380 000 ans après le début de l'univers, après le Big Bang. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc l'univers naît très dense, très chaud, à des températures inimaginables. Lorsqu'il a eu une seconde après le Big Bang, la température est à peu près du milliard de degrés, et il commence à y avoir ce qu'on appelle des réactions nucléaires qui transforment une partie des protons, une partie de l'hydrogène qui est présent en deutérium, qui est l'isotope lourd de l'hydrogène, qui se trouve, il y en a un peu dans cette bouteille d'eau, hein, un atome d'hydrogène un atome de deutérium sur 30 000 dans cette bouteille d'eau et dans l'eau terrestre. Et puis ça forme effectivement de l'hélium 3 et de l'hélium 4. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, qui se produit entre 1 et 100 secondes, c'est-à-dire entre le moment où l'univers a une température d'abord d'1 milliard, puis vers la fin à peu près de 10 millions de degrés. Et puis la boule, qui est opaque parce que les électrons sont libres par rapport aux protons, et à ce moment-là, donc on a un gaz totalement ionisé, électrique, et donc qui a la propriété que les grains de lumière sont absorbés puis réémis, c'est-à-dire totalement opaques. Et puis, lorsque la température approche 10 000 degrés Kelvin, eh bien, il y a ce qu'on appelle une transition de phase, c'est-à-dire que brutalement, les électrons qui étaient libres vont se mettre à être capturés par les protons et donc on passe d'un état qu'on appelle ionisé à un état atomique. Et cette transformation, c'est une transition de phase de la même façon que la transformation de l'eau liquide en glace ou de l'eau liquide en vapeur. Eh bien, il y a une énorme quantité d'énergie qui est libérée et donc, à ce moment-là, comme la température de l'univers est de 10 000 Kelvin, ce rayonnement est principalement ultraviolet. Et aujourd'hui, en 1965, il a été observé à partir d'antennes téléphoniques dans l'État du New Jersey aux États-Unis. Et puis, donc, il a été observé aujourd'hui, en ce moment,
il y a donc 400 grains qu'on appelle des photons, 400 photons par centimètre cube, ici, ailleurs, dans tout l'univers. Et ce rayonnement est ce qu'on appelle un corps noir, c'est-à-dire qu'il est en parfait équilibre thermique avec le reste, avec la matière. Et donc, cette deuxième grande énergie, dont le résidu, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, donc qui est aujourd'hui, il était à 10 000 Kelvin quand l'univers avait 380 000 ans, et maintenant, aujourd'hui, il est à 2,7 Kelvin. Il a d'abord été observé depuis le sol, et puis, donc, on l'a observé ensuite à partir des années 90 dans l'espace. Il y a eu 3 missions, Kobe, WMAP, les deux américaines, et puis une mission européenne qui s'appelle Planck, qui a donné cette image des irrégularités de température, des inhomogénéités de ce rayonnement, qui permet, lorsqu'on les étudie, eh bien, de déterminer tous les paramètres dont on a besoin pour comprendre l'univers, son âge, 13,7 milliards d'années, et puis, comme je vous l'ai dit, le contenu respectif en énergie et en matière de l'univers. Alors donc, depuis 380 000 ans, l'univers est devenu observable, c'est-à-dire que les électrons n'ont plus la capacité d'absorber et de réémettre les photons, donc l'univers est devenu observable, et il s'est écoulé donc, comme vous le savez, le système solaire, le Soleil a 4,5 milliards d'années, et donc, pendant une période d'à peu près 9 milliards d'années, eh bien, vont se former des galaxies, c'est-à-dire des assemblages d'étoiles, 300 de l'ordre de quelques centaines de milliards jusqu'aux 1000 milliards, à peu près quelques milliers de milliards d'étoiles qui constituent les galaxies, et à l'intérieur desquelles se trouvent les étoiles. Alors il y a une période qui est relativement mal connue, que le premier milliard d'années où si vous voulez, le décalage vers le rouge des rayonnements des astres formés à ce moment-là est tellement grand qu'il faut l'observer principalement dans l'infrarouge, voire dans la radio. Et par exemple, vous avez sûrement entendu parler du satellite du deuxième télescope spatial qu'on appelle le James Webb Space Telescope, qui lui regarde l'univers dans l'infrarouge et donc qui est adapté normalement à l'observation de ces périodes primitives. Sinon, ce qui est donc attendez, ça c'est pour vous montrer le troisième. Pourquoi c'était pour vous dire que c'est les résultats de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale qui vous donne les abondances relatives de deutérium et d'hélium 4 et qui est une preuve que notre matière à nous n'est que 10% du total de l'énergie de la matière constituant l'univers. Pour vous montrer des exemples d'assemblage, donc il y a des galaxies d'un côté, les amas d'étoiles, les étoiles, donc tout ce petit monde va se former à peu près dès les premiers instants de l'univers. Et nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qui s'est produit avant la formation du système solaire. Pourquoi? Parce que le Soleil, évidemment, tire son énergie de la fusion thermonucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium en son centre, où des températures de l'ordre de 15 millions de degrés sont disons, au centre du Soleil. Mais, je veux dire, les éléments chimiques, tous ceux qu'on peut voir, ont une origine, ou qui constituent le système solaire, ont une origine antérieure, c'est-à-dire qu'ils ont été manufacturés par les étoiles qui sont nées et qui ont évolué, qui ont terminé
leur évolution pendant la période comprise entre, disons, de l'ordre du premier milliard d'années jusqu'à à peu près 9 milliards d'années, disons 4, avant donc la formation du Soleil. Alors par exemple, dans cette bouteille d'eau, vous avez un résumé de la nucléosynthèse. L'hydrogène est primordial, c'est-à-dire qu'il a été formé au tout début au tout début de l'histoire de l'univers. Par contre, l'oxygène a été manufacturé par les différentes générations d'étoiles qui se sont succédées après. Les étoiles, justement, il y en a, je vous ai dit, il y en a 300 000, à peu près 300 000, entre 200 300 milliards dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Eh bien, on est devant. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'elles ont des couleurs différentes. Le Soleil a une couleur jaune orangé adaptée ou c'est notre œil qui est adapté à la lumière solaire, puisque le maximum de sensibilité de notre œil correspond à la couleur du Soleil. Mais vous avez donc des étoiles rouges de petite masse, des étoiles bleues de grande masse. Et donc au début du XXe siècle, deux astronomes, le Danois Hertzsprung et l'Américain Russell, ont bâti ce diagramme où les points figuratifs. Alors il y a deux données observationnelles concernant une étoile. D'une part, sa couleur, c'est-à-dire, je vous ai dit, il y a certaines qui sont rouges, d'autres qui sont jaunes, orangées, d'autres qui sont bleues. La couleur détermine la température de surface des étoiles. Le rouge, c'est 3000 degrés. Le Soleil à 5500 degrés Kelvin. Et puis les étoiles bleues, 10-12 000 degrés. Donc alors, cette donnée est en abscisse et elle est à droite les plus froides et à gauche les plus chaudes. Et puis ensuite, vous avez, en ordonnée, vous avez la luminosité. Il y a certaines étoiles qui sont très, très faibles, d'autres au contraire extrêmement lumineuses. Par exemple, si vous regardez la constellation d'Orion, il y a une étoile comme Bételgeuse qui est extrêmement brillante, beaucoup. Et donc, la brillance des étoiles est reportée, les moins brillantes en bas, les plus brillantes à gauche. Et vous remarquez que la plupart des étoiles sont sur une espèce de ligne qui traverse en haut à gauche et qui se termine en bas à droite, qu'on appelle la séquence principale. Et on a démontré que les étoiles qui sont sur cette ligne, à laquelle appartient le Soleil, eh bien, disons, leur énergie provient de la fusion de l'hydrogène en hélium. Et puis vous avez un autre groupe moins important qui est en haut et à droite, qu'on appelle les géantes rouges, qui elles sont dans un état de nucléosynthétique différent, c'est-à-dire que ces étoiles sont capables au centre on passe de 15 millions de degrés pour des étoiles comme le Soleil à des températures de l'ordre de 100 millions de degrés, eh bien, ces étoiles sont capables l'hélium peut se transformer en carbone, et ainsi de suite. Enfin, ça va pas très très loin, parce que ça va s'arrêter aux éléments qui sont dans du silicium-soufre. Pourquoi? Parce que chaque fois on va essayer de synthétiser des éléments de plus en plus lourds, il faut des températures de plus en plus élevées. Quand les températures deviennent très élevées, eh bien, il y a la réaction inverse, c'est-à-dire les photons vont briser les noyaux autour du fer. Alors le fer résiste parce que c'est l'élément le plus stable, mais les éléments, par exemple comme le scandium ou le vanadium, vont être partiellement détruits au centre des étoiles où il règne des températures très élevées. Alors par bonheur, lorsque les étoiles de grande masse, eh bien, alors je pense que c'est la suivante. Alors voilà, ça, ce sont les différents processus
disons fusion thermonucléaire, la réaction inverse, la photodésintégration. Pourquoi je vous les montre? C'est parce que l'énergie de l'univers, enfin, si vous mettez à part l'énergie primordiale, l'énergie qui a le rayonnement fossile, eh bien pratiquement toute l'énergie qui est présente dans l'univers est d'origine nucléaire. C'est la fusion, principalement la fusion thermonucléaire. Alors pourquoi ça marche comme ça? C'est parce que quand vous transformez 4 noyaux d'hydrogène en un noyau d'hélium, il y a une différence de masse, et cette différence de masse est rayonnée. C'est-à-dire qu'un noyau d'hélium pèse moins lourd que 4, à une masse plus faible que 4 noyaux d'hydrogène, et la différence de masse est rayonnée, et ce qui permet au Soleil de briller depuis 4,5 milliards d'années, et il a encore 5 milliards d'années devant lui à briller de la sorte. Je vous montre une supernova. Pourquoi la supernova est importante? Donc c'est la fin. Le Soleil n'arrivera pas, n'explosera pas du tout parce qu'il n'a pas une masse suffisante. Donc il va devenir une naine blanche dans 6 milliards d'années à peu près. Ce sont des étoiles de plus grande masse, au moins de l'ordre de 10 masses solaires et plus, qui, à la fin de leur évolution, quand la température devient extrêmement forte, il y a ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel et une explosion. Alors ça, c'est donc l'archétype des explosions la supernova qui a été observée en 1054 par les astronomes chinois, il y a à peu près un peu plus de 1000 ans. Et on a eu la chance en 1987, février 87, d'observer une explosion de supernova dans le grand nuage de Magellan, qui est la galaxie satellite de la nôtre. Sinon, bien en moyenne, il y a 1 ou 2 explosions de supernova par an et par galaxie, pas par an, par siècle et par galaxie. Alors comme il y a des milliards de galaxies, évidemment, on en peut observer énormément, malgré le fait qu'elles sont relativement peu fréquentes dans une galaxie, on peut en observer un grand nombre. Là, je vous montre un tableau que vous avez tous vu dans vos salles de classe quand vous étiez au lycée, et donc qui rassemble les 92 éléments chimiques naturels, depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Alors il y a d'autres éléments, les plus lourds, on peut les fabriquer au laboratoire. Deux de ces éléments sont instables et sont difficiles à voir dans la nature. C'est le prométhium et le technétium, mais il y en a 90 que l'on peut observer. Alors, ils ont des histoires assez différentes. Je vous ai dit, l'hydrogène, l'hélium sont principalement d'origine primordiale. En ce qui concerne l'hélium, vous allez me dire, mais les étoiles passent leur temps à synthétiser de l'hydrogène. On peut dire que 2 tiers de l'hélium est primordial et 1 tiers est d'origine stellaire. Sinon, alors, le lithium, beryllium, bore ont une histoire particulière ils ne sont pas formés dans les étoiles, ils sont formés par un autre processus. Sinon, du carbone jusqu'au l'uranium, eh bien, tous ces éléments ont une origine stellaire. Et généralement, dans des étoiles, plus la masse de l'étoile est élevée, plus sa capacité à fabriquer différents éléments chimiques est importante. Donc on peut dire que, vous savez que malheureusement nous venons de perdre Hubert Reeves, et Hubert Reeves et Carl Sagan ont popularisé l'expression « nous sommes poussière d'étoiles ». Alors j'ajoute juste un petit truc, nous sommes des poussières d'étoiles de grande masse et qui sont mortes, qui ont évolué avant la formation du système solaire.
ça c'est une autre conférence, c'est-à-dire où j'explique pourquoi certains éléments sont... Alors, pourquoi le lithium et l'hélium, ils sont relativement très, très rares, c'est parce qu'ils ont une autre histoire. Et puis sinon, le pic du fer, pourquoi il y a un pic dans le fer, c'est parce que il a un noyau qui est le plus stable de la nature. Si on laissait, supposons que l'univers ait une durée de vie infinie, eh bien tous les noyaux ont vocation à devenir du fer. Et puis, alors au-dessus, vous avez, bon, c'est pas par des réactions de fusion thermonucléaire que se produisent les éléments très lourds, c'est par des réactions dites de fusion avec absorption de neutrons, soit très lente, soit absorption lente de neutrons dans des étoiles géantes rouges, soit au contraire des fusions rapides, des flux rapides. Et alors, on le sait pas depuis très longtemps, mais par exemple, on sait depuis 2017, on a vu par les ondes gravitationnelles la fusion de 2 étoiles à neutrons. Alors les étoiles à neutrons, c'est le résidu, c'est ce qui reste après une explosion de supernova. Eh bien, il y a eu de temps en temps, ces objets fusionnent et leur fusion permet de générer des flux de neutrons absolument énormes qui permettent d'expliquer la formation des éléments comme l'or, le platine, le plomb, etc. Donc, oui, alors j'ai consacré ma carrière à étudier la nucléosynthèse. On peut dire qu'aujourd'hui, basiquement, enfin, la probabilité qu'on fasse une découverte dans ce domaine, une découverte nouvelle, elle est limitée. Donc, je vais vous parler pourquoi l'énergie joue un rôle moteur, en fait, joue un rôle important en ce qui nous concerne, dans le système solaire, et le moteur de la vie. Donc, vous savez que nous sommes sur la 3e planète dans l'ordre de distance qui orbite autour du Soleil, la Terre. La Terre a des caractéristiques assez précises. D'abord, c'est ce qu'on appelle une planète tellurique, c'est-à-dire qu'il y a un sol solide et et puis une atmosphère. Alors, on l'appelle la planète bleue. Ça depuis. Pourquoi? Parce que il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Hein. Vous savez que les océans occupent les 2/3 à peu près de la surface de la Terre. Et puis on a une atmosphère riche en oxygène. Alors l'oxygène, de fait, n'est pas un élément qui était primordial. Mais l'oxygène dans l'atmosphère est survenu à peu près au moins 2 milliards d'années après la formation de la Terre. La Terre possède également une caractéristique importante. Elle a un satellite qui est la Lune, qui orbite à relativement pas des grandes distances, 380 000 km de distance entre la Terre et la Lune. La Lune fait un tour autour de la Terre, elle a un mouvement synchrone, c'est-à-dire qu'on voit toujours la même face depuis la Terre, et elle a à peu près 27-28 jours. Donc, pourquoi on a déterminé le mois, c'est en relation avec la périodicité de la rotation de la Lune. Alors pourquoi j'insiste sur cette... pratiquement, dans les galaxies, dans les étoiles, dans les planètes telluriques, la Terre est la seule à avoir un véritable satellite. Les planètes géantes en ont énormément. Jupiter en a 70 et Saturne à peu près du même ordre. Alors, c'est que la Lune a une origine accidentelle, c'est-à-dire qu'elle provient du bombardement subi par la Terre par une planète qui avait à peu près la masse de Mars, à peu près le 10e de sa masse, qui a donc arraché un fragment de sa surface qui est devenu la Lune. Alors pourquoi j'en parle? Donc, 1, c'est accidentel, et 2, c'est important pour
pour nous. Pourquoi? Parce que la présence de la Lune stabilise le mouvement de la Terre. S'il y avait pas, si la Lune n'existait pas, la Terre tournerait bien sûr à peu près sur la même orbite autour du Soleil, avec la même périodicité à peu près, enfin même exactement une année, mais le mouvement, il y aurait un mouvement, si vous voulez, d'oscillation qui ferait que les climats seraient absolument instables. C'est-à-dire que, donc, la présence de la Lune est un élément important de l'apparition de la vie sur Terre. Et cette occurrence est accidentelle. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est on peut imaginer que, enfin moi on me pose souvent la question, hein, et à Daniel Kuntz, qui est mon collègue ici, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Eh bien la probabilité, le fait que, oui, il y a beaucoup de terre, et beaucoup de terre à bonne distance par rapport à leur planète, mais le fait que la Lune ait cette origine accidentelle fait que la probabilité qu'il y ait d'autres terres habitées devient beaucoup plus faible. Il faut qu'il y ait ce genre d'accident pour favoriser l'émergence de la vie. Alors, mais la vie, il faut de l'eau. Donc la Lune est un élément intéressant, mais surtout il faut de l'énergie. Il y a un grand débat actuellement de savoir quelle est l'origine de la vie sur Terre. La plupart, disons la plupart des biologistes imaginent que c'est par une série de processus physico-chimiques qui sont survenus au début de l'histoire de la Terre que, alors, des réactions chimiques. Voilà donc une fameuse expérience qui est maintenant relativement ancienne puisqu'elle a elle a exactement 70 ans. C'est l'expérience de Miller-Urey dans lequel ils mettent un mélange ammoniac, méthane, vapeur d'eau, CO2. Ils font passer des étincelles, donc ce sont des orages. Ça simule des orages qui ont pu se produire à la surface de la Terre, disons à cette époque-là. Et c'est lorsque après il regarde, si vous voulez, le contenu chimique, et ils s'aperçoivent qu'ils ont formé des acides aminés. Les acides aminés, c'est donc des molécules qui ont un côté base et un côté acide, et qui peuvent se mettre former ce qu'on appelle des polypeptides, et qui, disons, les molécules vivantes avec de la vie, ADN, ARN, ce sont, disons, les successeurs de ces acides aminés. Alors, la vérité est que on sait faire des acides aminés par ce genre d'expérience, mais pour le moment, on n'a pas encore déterminé à partir de ces acides aminés, comment on passe, quelles réactions chimiques on passe de ces acides aminés à l'ADN ou à l'ARN. Ça, on l'a pas encore, enfin, je pense qu'on ne l'a pas encore fait. Mais, alors, donc ça, c'est l'origine numéro 1. Vous voyez que il est nécessaire qu'il y ait de l'énergie. Ces réactions nécessitent l'apport des orages ou des tempêtes, tout ce qu'on veut. Donc, il y a de l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer pour que ces réactions chimiques se produisent. Alors ça, c'est donc hypothèse numéro 1. L'hypothèse numéro 2, qui a été très favorisée par exemple, Fred Hoyle, qui est un grand astronome britannique, qui a écrit, par exemple, le nuage noir, enfin, très connu dans notre discipline. Eh bien, lui, il imaginait qu'il y avait des petits grains de vie partout. Et puis, évidemment, ils ne peuvent pas prospérer là où ils peuvent ne prospérer que là où la température et les conditions thermodynamiques, pression, sont favorables, de l'eau, il faut tout ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie. Alors, en faveur de cette théorie, on a découvert effectivement des acides aminés à la fois dans une météorite qu'on appelle Murchison, et puis également, vous vous souvenez de l'expérience Rosetta et donc Philae, et
on a donc un collègue et ami de l'Institut d'Orsay, Jean-Pierre Bibry, qui a découvert que dans le noyau de cette comète Chury, qui a été donc visitée en 2014 par cette mission spatiale, on a découvert des acides aminés dans un noyau cométaire. Alors, comme vous le savez, les missions martiennes essayent de trouver s'il y a ou non des microbes à la surface de Mars. Il va y avoir une mission dans la fin, je pense, de cette décennie, que la NASA va envoyer une mission sur l'un des satellites de Jupiter qu'on appelle Europe. Europe est recouvert d'un océan qui est sous un manteau de glace. La mission ils vont faire un trou et puis ils vont, disons, pomper l'eau de cet océan et puis on verra bien s'il y a ou non des microbes ou des molécules vivantes. Donc ça, c'est un des sujets. Alors, pourquoi nous sommes en vie? Pourquoi? Parce que nous tirons de notre énergie. En fait, nous tirons notre énergie du soleil. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des animaux qui mangeons à la fois des végétaux et des animaux. Comme vous le savez, les végétaux sont autotrophes, c'est-à-dire que, ils sont en mesure de capturer l'énergie solaire via l'assimilation chlorophyllienne. Et donc, lorsqu'on mange des végétaux, on mange de l'énergie solaire. Si vous êtes venu en voiture, les énergies fossiles, ce ne sont jamais que des végétaux qui ont été fossilisés à l'ère primaire, c'est il y a à peu près 500 millions d'années, et qu'on exploite maintenant pour les brûler et pour en tirer leur énergie. Donc, que ce soit les énergies dites renouvelables, le soleil ou l'hydroélectricité, l'éolien et tout ça, et les énergies fossiles, toutes ces énergies ont pour origine le solaire. C'est de l'énergie solaire qui est manufacturée d'une façon ou d'une autre. Donc vous voyez que, de fait, l'évolution de l'univers, d'une part, et l'émergence de la vie, d'autre part, nécessite de l'énergie. L'énergie donc du système, l'énergie de l'univers, je vous ai dit, il y a trois origines. Primordiale, au moment où il devient visible, et puis via les étoiles et leur évolution. Et puis en ce qui nous concerne, si nous sommes vivants, c'est évidemment parce qu'il y a de l'eau, parce qu'on a une atmosphère, nous sommes maintenant des animaux qui sommes en mesure de vivre dans une atmosphère riche en hydrogène, ce qui n'était pas le cas pendant la moitié à peu près de la vie de la Terre. Et puis évidemment, nous utilisons à notre profit l'énergie solaire. Merci beaucoup. Bonjour, donc merci beaucoup. Moi, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est en fait comment l'univers il s'est formé au début, parce que pour moi, en fait, l'expansion de l'univers, il est limité par la vitesse de la lumière. Oui. Et du coup, en fait, ce que je comprends pas, c'est comment, en fait, d'un coup, on va avoir un univers qui est immense, alors que pour moi, en fait, à partir du moment où ça explose, la lumière, elle se déplace à 300 000 km par seconde, et donc, en fait, à partir d'un certain temps, on a un univers qui a un certain espace, et du coup, j'arrive pas à comprendre, en fait, du coup, la lumière, elle s'est déplacée plus rapidement au début, ou comment ça s'est passé? Non, la lumière a toujours... Alors, il y a plusieurs... Nous, on est dans une bulle que je viens de décrire. L'univers n'est pas forcément limité à cette bulle. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que c'était une structure de forme indéterminée, et à l'extérieur, justement, parce que la vitesse de la lumière est finie, on n'a pas connaissance, mais ça a très bien pu évoluer de la même façon ou différemment. Ça, on ne le saura pas. C'est vrai que la vitesse de la lumière est quelque chose qui est en fait
un facteur très limitant dans nos connaissances. C'est limitant, par exemple, pour ce problème. C'est limitant, supposons par exemple qu'il y ait, malgré tout, malgré ce que ma réserve, qu'il y ait une civilisation intelligente dans une autre galaxie qui se trouve à 2 ou à 3 millions d'années-lumière de nous, strictement impossible pour nous d'entrer en communication avec eux. Donc vous voyez, oui, notre physique, elle est fondée sur le fait que la vitesse de la lumière, il n'y en a qu'une, et elle est elle a une valeur. Et c'est vrai que c'est un facteur extrêmement limitant pour la connaissance de l'univers. On m'a appris, moi, que les premières formes de vie qu'on avait repérées étaient il y a 4 milliards d'années. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 9 milliards précédentes. Pourquoi il a fallu 9 milliards d'années pour qu'on arrive à retrouver. Alors peut-être qu'il y en avait avant, j'en sais rien, mais... Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Malheureusement, les étoiles, on peut très bien imaginer qu'effectivement, il y ait des étoiles qui se sont formées il y a 10 milliards d'années, 8 milliards d'années, que sais-je, qui ont la chance d'avoir un système planétaire sur lequel la vie est apparue. Le problème, c'est que pour arriver à les détecter, c'est très difficile. Vous voyez, alors les candidats, ils sont pas nombreux. Toutes les étoiles dont sont formés nos éléments chimiques, la probabilité que, quand vous avez une explosion de supernova, elle annihile toutes les planètes éventuelles qui sont autour. Donc, les candidates, ce sont des étoiles de petite masse, par exemple, qui rayonnent dans le rouge, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que le Soleil. Donc, on peut imaginer, il n'est pas exclu que ces étoiles abritent des systèmes planétaires sur lesquels éventuellement il y ait des êtres vivants, mais pour le voir, pour démontrer ce que je viens de dire, c'est très difficile. Et sur Terre, on est à combien? Sur Terre, il y a l'apparition de la vie sur Terre. L'apparition de la vie sur Terre, elle est très rapide. Si vous voulez, la Terre a 4,5 milliards d'années. Oui. Et les premiers fossiles ont à peu près 3,8 milliards d'années. Donc on imagine que, et puis si vous voulez, cette période entre 4,5 et 3,8 fait que s'il y a eu des fossiles, ils ont été brûlés, ou la Terre était tellement active, il y a pu y avoir de la vie, des microbes et tout ça, mais ils ont été... ils ont été éliminés par la chaleur ou l'érosion, tout ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est que quand il y a des conditions favorables, si je comprends bien, la vie apparaît très rapidement. Ah, oui, absolument. Il n'y a pas de long processus. Alors la vie, je dirais simple, hein, pas la vie comme vous et moi. Enfin, des acides aminés. C'est des petits microbes. Ah non, des petits microbes. Oui, il faut savoir que pendant 4 milliards d'années, la Terre n'a abrité que des êtres des bactéries, des virus. Les premiers êtres pluricellulaires, ils ne datent que de 500 millions d'années, végétaux ou animaux. J'ai une question un peu différente. J'aimerais savoir... Parlez un peu fort, je suis un petit peu sourd, pardonnez-moi. Je vous en prie. J'aimerais savoir si des astéroïdes risquent de heurter notre planète, et si on peut prévenir ce type d'accident. Alors, on sait que ça, au moins une fois, ça s'est produit, puisqu'il y a 76 millions d'années, il y a eu un gros astéroïde qui est tombé dans le Yucatan au Mexique, et qui est à l'origine de la catastrophe qui a décimé les dinosaures. Alors oui, il faut savoir qu'il y a un groupe à Nice
donc sa spécialité, c'est d'étudier les trajectoires, enfin les mouvements de ce qu'on appelle les géocroiseurs, c'est-à-dire des astéroïdes qui potentiellement pourraient venir collisionner avec la Terre. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a quand même une nouvelle assez très récente et rassurante, c'est que la NASA a été capable d'envoyer une sonde sur un astéroïde et de le dévier. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus le nom de la mission, qui a eu lieu il y a 1 ou 2 ans, et ils ont fait donc on peut très bien, si vous voulez, quand les scientifiques déterminent la probabilité d'une collision, cette probabilité, enfin, la collision ne va pas intervenir avant 500 000 ou enfin un long temps. Donc, ça permet quand même ça donne le temps aux agences spatiales de construire des satellites qui sont en mesure de les détourner. Donc, pour moi, il y a beaucoup de dangers qui nous menacent. Le réchauffement climatique, une guerre nucléaire, tout ce que vous voulez. Mais je crois que la collision avec les astéroïdes, c'est peut-être un des dangers que l'on peut éventuellement maîtriser. La fusion des étoiles à neutrons. Oui. Quel est le résultat de cette fusion alors? Est-ce une plus grande étoile à neutrons avec une plus grande masse ou un autre corps céleste? Alors le résultat, c'est une fusion, c'est-à-dire que vous avez par exemple l'événement donc il y a eu un événement très significatif le 17 août 2017, qui est toute la littérature scientifique s'est consacrée à ça. Alors, vous aviez 2 étoiles à neutrons qui avaient à peu près une masse de 1,1, 1,2 masse solaire, et ça a fusionné pour donner une étoile à neutrons de 2 masses solaires. Et puis, alors évidemment, il y a un résidu. D'abord, il y a de l'énergie gravitationnelle qui a été libérée, et puis effectivement, éventuellement donc fusion et donc dans ce nuage et fabrication d'éléments très lourds comme l'or, le platine. Merci beaucoup. Quel est le rôle de l'énergie dans l'évolution de l'univers et de la vie ? Ici, déjà, on peut voir que ce qu'on entend par énergie est assez différent de ce qu'on a vu dans la présentation précédente, puisque ici, vraisemblablement, l'énergie, c'est surtout la modification de l'état d'un système qui peut s'entendre soit sous la forme d'un travail qui provoque un mouvement, soit sous l'émission d'un rayonnement électromagnétique, ou soit sous l'émission de chaleur. Et la question de l'émission de chaleur semble vraiment un des éléments primordiaux au moment de l'expansion de l'univers, où il y a ce moment donc de libération de l'énergie primitive. Donc au début de l'univers, vraiment, il y a une caractérisation de cette libération d'énergie avec notamment des états de chaleur quand même assez incroyables dont vous parliez. À peu près 380 000 ans plus tard, il y a cette énergie donc qui est traduite sous forme de température s'accompagne d'un changement de transition de phase, d'un état ionisé à un état atomique. Donc là, ici, on est face à quelque chose d'extrêmement intéressant qui est donc une modification vraiment de la nature de la matière. Et là, de ce point de vue-là, ça permet de remettre quelque chose en perspective que j'avais pas du tout en tête, qui était que vraiment l'énergie a une histoire et la nature de l'énergie a une histoire. Donc finalement, en général, quand on apprend ce qu'est la physique pour le b.a.-ba, on part du principe que voilà, il y a des éléments du monde et le monde est fait tel qu'il est. Non, le monde aussi physique a une histoire. D'ailleurs, donc c'est ce que vous dites, pendant à peu près 9 milliards d'années, on assiste à la formation des galaxies, puis
des étoiles. Et donc c'est là qu'ont lieu notamment les processus nucléosynthétiques. Donc là, toute l'énergie devient l'énergie des noyaux, l'énergie nucléaire. C'est donc le moment notamment de la fabrication des éléments tels qu'on le connaît dans le tableau périodique des éléments. Et donc vous rappelez bien que donc de ce fait que la création de ces éléments est due à la formation des galaxies puis des étoiles, les éléments tels que nous les connaissons ont une origine stellaire. Et donc finalement, nous sommes des résidus de la réaction des étoiles. Donc là vraiment, enfin pour moi c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant en vous écoutant de dire que voilà l'univers a une histoire et finalement en traçant l'histoire des modifications de l'énergie, on peut tracer l'histoire de l'univers. D'où le rôle vraiment central de l'énergie dans l'évolution de l'univers. Donc, quid, qu'en est-il de nous maintenant pour non pas le rôle de l'énergie dans l'évolution de l'univers, mais dans le rôle de l'énergie dans l'évolution de la vie? Vous l'avez rappelé, il faut vraiment tout un ensemble de conditions favorables pour que la vie puisse se faire. Notamment, donc, nous sommes sur une planète tellurique. L'oxygène s'est créé après la création de la Terre. Et donc, qui dit oxygène dit après possibilité de présence d'eau. Et vous avez aussi insisté sur le rôle primordial de la Lune, présence accidentelle, qui permet de stabiliser le mouvement de la Terre sur son orbite, et donc qui permet donc de prévenir une certaine instabilité des climats. Donc finalement, il faut tout un ensemble de conditions physiques et chimiques pour que la vie puisse advenir. Vous rappelez que le scénario principal pour la mise en place des phénomènes du vivant suppose encore beaucoup d'énergie. Énergie sous forme chimique, avec la présence de différents éléments, et aussi énergie sous forme électrique, avec vraisemblablement une activité des orages extrêmement massive, pour permettre la formation des acides aminés, donc ces bases propres à l'activité du vivant. Ce qui est encore une fois très intéressant, c'est que là, la nature de l'énergie qui permet l'émergence de la vie suppose la mise en place de la nature physique, et c'est une fois que cette nature physique est établie telle que nous la connaissons que ces processus physico-chimiques peuvent permettre les mouvements de la vie. Alors, le problème de cette hypothèse, c'est que ça suppose qu'il y ait avant qu'il n'y ait pas de vie et qu'après il y ait de la vie. Donc ça suppose une transition fondamentale qu'on peut expliquer par des théories de l'organisation de la matière. Le problème, c'est que on est loin de pouvoir tout expliquer. Donc si ce passage de la transition du non-vivant au vivant est pleine de mystères, peut-être qu'on pourrait penser autre chose, qui est de dire que finalement la vie était toujours là, sauf que les conditions du milieu pour sa réalisation ne sont pas tout le temps favorables. C'est la reprise donc des hypothèses panspermiques qui sont vieilles de plusieurs siècles, mais là dans un contexte contemporain prend tout son sens, partant du principe que voilà, la forme des acides aminés était présente un peu partout, mais il faut des bonnes conditions dans ce cas-là pour qu'elles se réalisent. Finalement, on voit en ce qui a trait à la question de l'énergie dans l'évolution de la vie, l'importance des bonnes conditions du milieu. Vous parlez de l'importance du soleil pour les processus photosynthétiques, de l'importance d'une certaine quantité d'oxygène, et là encore, donc finalement, si on avait à répondre à la question de quel est le rôle de l'énergie dans l'évolution de l'univers et de la vie, donc bien sûr son rôle est central parce que l'énergie est finalement, si je paraphrase Bergson, elle est extrêmement créatrice donc d'abord des éléments tels qu'on les connaît, et créatrice du contexte permettant les suivis des processus du vivant. Et voilà, quel est le rôle aussi donc de l'énergie dans cette évolution? Il a aussi un rôle épistémologique extrêmement important, parce que c'est en suivant finalement l'histoire de cette énergie qu'on peut comprendre l'histoire de l'univers et l'histoire des processus du vivant. Merci beaucoup.